Grand 19, les lendemains. La revanche. Le combat de la Goulette. En mars 1665, après une campagne d'hiver infructueuse, Beaufort réussit avec une escadre de 5 vaisseaux à détruire 3 bâtiments de la flotte turque d'Alger qui s'étaient réfugiés à Tunis au pied du fort de la Goulette. À l'aube du 2 mars, l'Étoile, commandée par des lauriers, aborde le plus important des vaisseaux de cette flotte. L'amiral turc, qui a hissé son pavillon sur ce navire de 46 canons, n'est autre que le renégat portugais Barbier Hassan, le plus redoutable ennemi des Français. Il est, dit-on, âgé de 105 ans. À la tête de son équipage, le sabre au poing, des lauriers se ruent sur le pont du vaisseau turc, mais il est foudroyé par un coup de mousquet. Le combat est rude pour les Français. Ils ne sont que 230 et les Turcs 600. Barbier Hassan est tué à son tour. Aussitôt, une partie de son équipage commence à quitter le navire. En fin d'après-midi, le Mercure vint prêter main forte à l'Étoile. Le soir du 2 mars, le vaisseau turc achève de brûler. Il ne reste à son bord que quelques esclaves chrétiens. Tous les autres membres de l'équipage ont fui ou ont été tués. De son côté, l'Écureuil a mis le feu au 2e vaisseau turc et la Perle a coulé le 3e. Les Français ont perdu 90 hommes. Les blessés sont nombreux. Parmi ces derniers, le fils de Gabarret et l'ancienne Riquetti de Mirabeau. Il y a, rapporte Beaufort à Colbert, assez de bras et de jambes coupés. Les vaisseaux français, pris sous le feu du fort de la Goulette, ont subi de gros dégâts. Mâts et verbes coupés, manœuvres hors d'usage. Mais Beaufort exulte. Le bruit que cela a fait ici, écrit-il à Colbert, a fait taire les sots discours qui s'y faisaient sur Gigery et a relevé l'éclat des armes de notre maître. Le duc se félicite que les Turcs, au cours de cette action, aient perdu autant de canons que les Français en ont laissé à Gigery, et qu'ils aient eu plus de monde tué, qui n'ont fait de prisonniers quand on s'est infortunément retiré de ce poste. Louis XIV félicite le duc. Ce n'a pas été sans beaucoup de joie et de satisfaction que j'ai vu ce qui s'est passé dans l'attaque des vaisseaux corsaires que vous avez fait brûler sous le fort de la Goulette, l'action étant d'éclat par la vigueur et par le succès. Je ferai volontiers quelques grâces au fils du sieur Gabarret, en considération du mérite des services du père, mais outre cela, je veux savoir si le capitaine des Lauriers a laissé femme et enfants, pour les gratifier aussi, étant bien aise que ceux qui meurent en me servant vivent toujours dans mon souvenir. Le combat de Cherchel. À Toulon, le chevalier Paul, bien que mal remis d'une maladie qui l'a immobilisé 3 mois, accepte la demande que lui a adressée le roi de servir sous l'autorité de son Altesse de Beaufort. Désirant cependant garder une certaine liberté de manœuvre, Paul sollicite et obtient la faveur de ne pas commander le vaisseau amiral, car il ne veut pas, écrit-il à Colbert, y demeurer sans rien faire, comme cela lui est déjà arrivé. Le 26 juillet, forte de 9 vaisseaux et de 2 brûlots, la flotte française appareille de Toulon. Beaufort a hissé son pavillon sur le Saint-Philippe, que commande Gabarret. Ce puissant vaisseau de 94 canons vient tout juste de sortir des chantiers de Toulon. Paul commande la Royale, martèle le Dauphin. Beaufort dispose son escadre le long des côtes algériennes, mais Paul a obtenu de l'amiral l'autorisation de partir seul à l'ouest d'Alger, à la recherche des Barbaresques. Le 22 août, il repère 5 vaisseaux turcs qui vont se mettre à l'abri sous le fort de Cherchel. Paul les y poursuit. Seul contre 5, il engage le combat, mais il est bientôt rejoint par 5 des navires de l'escadre de Beaufort. La bataille tourne à l'avantage des Français. Leur victoire est totale. Ils ont anéanti l'escadre turque. Des vaisseaux ont été détruits. Les 3 autres sont saisis. Ils seront intégrés à la marine française. Leurs pavillons seront déposés à Notre-Dame de Paris.
Beaufort est fier d'annoncer au roi que 14 canons parmi les 80 pris à l'ennemi étaient de ceux que les Français avaient abandonnés à Gigri. La chaleur des félicitations adressées par Louis XIV à Paul et à Beaufort témoigne de la satisfaction que procure cette revanche au souverain. Il ne pouvait rien arriver, écrit-il au duc, de plus glorieux à mes armes dans votre navigation que la rencontre des vaisseaux que vous avez pris ou brûlés sous les forteresses de Sarcelles le 25 du mois passé. Le récit qu'on m'a déjà fait d'une action si vigoureuse et si digne de votre présence qu'il m'a donné un fort grand plaisir. L'évolution des relations avec Alger. Beaufort a relevé l'honneur des armes du roi. Il est temps maintenant pour la France de reprendre les négociations avec Alger. Là-bas, la situation a évolué. À l'annonce de l'affaire de Cherchel, une révolution de palais a éclaté. Chaban Pacha a été assassiné. Il a été remplacé par Ali Hara, mieux disposé pour la France que son prédécesseur. Le consul du Bourdieu en informe la cour. Le roi ordonne au commissaire Trubert de se rendre à Alger pour y négocier la paix. L'envoyé du roi est surpris de constater qu'en dépit de son échec, l'expédition de Gigri n'a pas eu que des aspects négatifs pour la France. Berbrugger affirme qu'elle aurait produit un salutaire sentiment de terreur parmi les corsaires barbaresques. Les Turcs, estime-t-il, avaient compris que la France, première puissance du monde, ne laisserait désormais plus impunis leurs actes de piraterie et que Louis XIV ne supporterait plus leur insolence. Les négociations avec les Turcs s'avèrent effectivement plus faciles que prévu. Dès le 25 novembre 1665, Beaufort signe un accord de paix avec Tunis, accord qui autorise notamment les Français à retourner dans leur ancienne concession du Cap-Nègre. Le 17 mai 1666, malgré les nombreuses tentatives anglaises pour faire échouer les négociations, la France et Alger signent un important traité. Les Français obtiennent, à peu de choses près, ce que les Turcs leur refusaient avant l'expédition de Gigri. 1127 captifs français sont rendus par Alger à l'envoyé du roi. Entre autres conditions, le traité stipule que chacune des deux nations donneront des laissez-passer aux navires de l'autre, afin qu'ils ne puissent être traités en ennemis, que la visite des bâtiments ne pourra se faire qu'au moyen d'une barque, que le divan accepte la franchise de pavillon si longtemps contestée, et la prééminence du consul de France sur ceux des autres nations, et que le bastion de France pourra être réoccupé. Ce traité de 1666, correctement appliqué pendant 2 ans, va faciliter le commerce français en Méditerranée. Mais, en 1668, les Raïs, battus par les Vénitiens, font pour se venger même base sur tout ce qu'ils rencontrent. Ils s'emparent de navires français et le conflit entre la France et les royaumes turcs du Maghreb reprend de plus belle. La renaissance de la marine française. La plus importante des leçons tirées par Louis XIV et par Colbert de cette désastreuse expédition de Gigri est, sans conteste, la nécessité absolue pour la France, si elle veut se maintenir à la première place des puissances mondiales, de s'équiper au plus vite d'une forte marine de guerre, comme Richelieu l'avait préconisé et réalisé en son temps. Colbert est officiellement nommé responsable de l'administration de la marine. Son fils, Seignelay, l'assiste étroitement à partir de 1676 et lui succédera à sa mort en 1683. Les deux hommes modernisent les ports et les arsenaux en créant de nouveaux, mettent en place un système de recrutement efficace, instaurent un corps d'officiers, enfin disciplinés et développent une puissante flotte de combat. Des crédits importants sont ouverts. Le budget de la marine passe de 3 millions en 1662 à 13 millions de livres en 1670. Les résultats sont spectaculaires. En 1661, la Royale ne possédait que 6 vieilles galères, 18 vaisseaux, dont 8 seulement en état de tenir correctement la mer, 8 brûlots et 4 flûtes. Quelques années plus tard, elle aligne plus de 200 vaisseaux de tout rang et une cinquantaine de galères. À bord de ces navires
s'illustreront les Duquesne, d'Estrées, Château-Renaud, Valbel, Tourville, Forbin, Cassard, Duguay-Trouin, Jean Bart et autres célèbres marins français. La France va dominer les mers jusqu'en 1692. La suite des carrières des anciens chefs de l'expédition de Gigerie. Le chevalier Paul, après son combat victorieux de Cherchel, continue à naviguer un an encore comme chef d'une division navale sous les ordres de Beaufort. En 1666, à son retour d'une campagne dans l'Atlantique, il est nommé commandant de la marine de Toulon, mais épuisé, il se retire dans sa Cassine. Il meurt le 27 décembre 1667, léguant tous ses biens aux indigents. Conformément à sa volonté, il est enterré dans le cimetière des pauvres, retournant ainsi à ses modestes origines. Martel, après sa participation navrante à l'expédition de Gigerie, poursuit sa carrière de chef d'escadre, mais sa nature ombrageuse rend difficile ses relations avec ses chefs comme avec ses subordonnés. En 1673, sous les ordres de Lestrée, il participe à la bataille du Texel, au cours de laquelle les marines anglaises et françaises, alliées, ne réussissent pas à vaincre la flotte hollandaise de Ruyter. Furieux de cet échec, les Anglais accusent d'incapacité, de trahison d'Estrées et les Français. Louis XIV aurait ordonné à son amiral de ne pas combattre à fond, trop heureux de laisser Hollandais et Anglais s'exterminer réciproquement. Colbert fait mettre à la Bastille le marquis de Martel, qui, par ses accusations contre son chef d'Estrées, a donné corps à cette fable. La carrière de ce piètre officier s'achève ainsi derrière les barreaux. Clerville, en dépit de l'impéritie dont il a fait preuve à Gigerie, conserve sa charge de commissaire général des fortifications. Pendant 10 ans encore, il est présent à la plupart des sièges menés par les armées du roi. Mais Colbert regrettera parfois le soutien qu'il a apporté à Clerville. Le ministre sera souvent obligé d'intervenir dans les multiples conflits que l'ingénieur aura avec ses subordonnés comme avec ses pairs. « Je vous dois dire, lui écrit-il en 1673, que vous devez divertir votre esprit de trop de recherches et d'exagérer ces plaintes qui assurément vous détournent et vous empêchent de vous appliquer entièrement à trouver les moyens de faire ce qui serait avantageux pour le bien du service du roi. » En outre, Clerville ne se départira pas de sa fâcheuse tendance à se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Pendant le siège de Maastricht, Colbert lui reprochera ainsi son attitude envers l'intendant Poncet. « Vous n'avez aucune autorité, lui écrit-il sèchement, pour vous ériger en son contrôleur public. » Une autre fois, il terminera une de ses fréquentes remontrances à Clerville par cette semonce. « Je vous prie de ne me plus donner de vous écrire sur cette matière. » Vauban, qui souffrait du comportement pointilleux de son chef et qui se déclarait avec humour être le clerc de Clerville, devra cependant attendre sa mort en 1677 pour enfin le remplacer. Gadagne a sauvé son honneur et sa tête. Mais ni le roi ni Colbert ne lui pardonneront jamais son brillant mémoire qui a mis en lumière toutes les fautes commises lors de l'expédition de Gigerie. Mémoire, qui plus est rendue publique au début de 1665. Gadagne continue cependant à servir dans les armées du roi. En 1667, il reprend le commandement du régiment de la marine. Il participe à la conquête de la Franche-Comté. Il y est nommé gouverneur de Dole. En 1668, il acquiert la terre de Châteauneuf de Giraud, à Mic, près d'Avignon, terre qui prendra plus tard le nom de Châteauneuf de Gadagne. En 1669, le pape Clément IX, en reconnaissance des services que le général a rendus autrefois au Saint-Siège, en Avignon, élève la terre de Gadagne en duché. Mais la cour de France jamais ne reconnaîtra ce titre. En 1672, Gadagne se bat en Hollande sous les ordres de Turenne, son protecteur et ami, mais il souffre de voir le souverain prodiguer ses faveurs à des officiers moins méritants que lui, et de ne pas obtenir ce bâton de maréchal tant désiré. Nombreux sont ceux
qu'il en estime particulièrement digne. Las d'attendre et, malgré l'insistance de Turenne pour le garder à son côté, il quitte le service. En 1675, à la mort de Turenne, le roi nomme 8 nouveaux maréchaux. Gadagne ne fait pas encore partie du lot. Madame de Sévigné écrit à sa fille: Tous ceux que Monsieur de Turenne aimait sont fort à plaindre. Le roi disait hier, en parlant des 8 nouveaux maréchaux de France, si Monsieur de Gadagne avait eu patience, il eût été du nombre, mais il s'est retiré, il s'est impatienté. C'est bien fait. Quant à Bussy-Rabutin, de son exil, en son château bourguignon, il écrit: Les rois récompensent quelquefois des services passés, quelquefois ils les laissent sans récompense. Louis XIV ne paya pas ceux de Gadagne ni les miens. L'inaction pèse à Gadagne. Souhaitant reprendre du service, il demande audience au roi. La dernière fois qu'il vint à Paris, raconte Brienne le Jeune, il dit au roi qui le traita fort honnêtement, qu'il n'avait ni javard ni malandre, et étant encore très capable de bien servir. Sa Majesté l'embrassa, et puis c'est tout. Gadagne rentre à Châteauneuf, mais sa carrière militaire n'est pas finie. En 1689, 14 ans après s'être retiré dans ses terres, il va reprendre les armes. Il a 71 ans. Morosini, le doge de Venise, se bat contre les Turcs dans le Péloponnèse. Alors qu'il assiège Malvoisie, il tombe malade et doit abandonner le commandement de ses troupes. Se rappelant des services rendus par Gadagne au Saint-Siège et informé dit-on de sa conduite à Gigeri contre les Turcs, Morosini lui propose de prendre à sa place le commandement en chef des armées vénitiennes. Gadagne accepte cette offre exceptionnelle, après avoir toutefois sollicité et obtenu l'autorisation de Louis XIV. Pendant 3 ans, il se bat en Grèce contre les Turcs, enlève Malvoisie, remporte plusieurs victoires et conduit les armées vénitiennes jusqu'en Albanie. À la fin de son contrat, Gadagne se retire à Châteauneuf, où il s'éteint le 8 janvier 1701 à l'âge de 83 ans. Charles Félix de Galéon, comte de Gadagne, sera oublié de l'histoire. Seuls les habitants du village de Châteauneuf, près d'Avignon, et ceux d'une petite ville algérienne qui porta un temps le nom de Djidjeli en préserveront la mémoire. Le duc de Beaufort, réconforté par les victoires de la Goulette et de Cherchel, qui ont fait un peu oublier le triste épisode de Gégéry, conserve ses fonctions d'amiral de France. Mais sa compétence, contestée par ses subordonnés, est bientôt mise en doute par Colbert et par le roi lui-même. Le ministre adresse à l'amiral de fréquents reproches. C'est de cette époque que datent les lettres où Colbert signale à son cousin de Terran, intendant de la marine Rochefort, les multiples défauts de Beaufort et où il donne de strictes consignes pour qu'il soit contrôlé dans ses moindres activités. De cette époque date également une lettre où le chevalier Paul qualifie Beaufort du plus jaloux et plus difficile prince du monde. Les conflits incessants qui opposent le duc à Duquesne inquiètent Colbert, qui écrit à de Terran: Je suis un peu en peine de remarquer qu'il n'y a pas grand concert entre M. de Beaufort et M. Duquesne, car ce dernier, étant fort entendu en fait de marine, je suis persuadé que ses avis lui seront tous les jours utiles. Mais le duc n'écoute guère les conseils. On vit même, raconte de la Roncière, cette chose inouïe. Un gouvernement confessait le défaut d'expérience de M. de Beaufort et demandait à ses alliés des Pays-Bas quelqu'un de leurs plus expérimentés capitaines pour mettre sur le vaisseau amiral de France et servir de conseil à M. le duc de Beaufort. Malgré l'incompétence notoire de l'amiral de France, Louis XIV le maintient dans ses fonctions. En 1669, il lui confie le commandement d'une expédition en Crète pour y porter secours aux troupes vénitiennes assiégées par les Turcs depuis plus de 20 ans dans Candie, la capitale de l'île. Louis XIV répond ainsi à un appel du nouveau pape Clément IX pour la défense de la Fosse et des Vénitiens contre l'ennemi commun du non-chrétien. Le corps expéditionnaire est fort de quelques 7000 hommes. Les navires de transport sont encadrés par 16 vaisseaux de guerre et 10 brûlots. Cette flotte est suivie, à quelques jours,
par 16 galères de France, commandées par Vivonne et auxquelles se sont jointes des galères de Venise, de Malte et du Pape. Beaufort débarque à Candy, où il trouve une situation très difficile. Elle est tout à fait analogue à celle où se trouvait le corps expéditionnaire français à Gigri lorsque, le 25 octobre 1664, le duc avait proposé d'aller à l'ennemi. Cette fois-ci, Beaufort ne réunit pas de conseil de guerre. Il n'écoute aucun avis, même pas celui de Morosini, le général vénitien, qui tente en vain de calmer son ardeur. Le 25 juin 1669, alors qu'il vient tout juste de débarquer en Crète, Beaufort, sans attendre les renforts qu'amène Vivonne, décide de tenter une sortie audacieuse pour desserrer les taux turcs. Cette action improvisée tourne au désastre. 800 Français sont tués. Beaufort a disparu. On ne retrouvera pas son corps, ce qui permettra à certains de prétendre que le célèbre masque de fer n'était autre que le duc. Louis XIV aurait profité de cette occasion pour se débarrasser de ce cousin, aussi incompétent que turbulent. Vivonne arrive à Candy peu après la disparition du duc. Il le remplace sur le champ au commandement de l'expédition. La situation militaire se dégrade rapidement. Des conflits éclatent entre Morosini et les Français, qui décident finalement de rembarquer. Réduite à 4000 hommes, incapable de résister aux assiégeants de plus en plus nombreux, la garnison de Candy se rend en septembre 1669, après une guerre qui a duré un quart de siècle. Cette défaite de la chrétienté était nouvel et cruel échec pour le jeune roi de France. À l'annonce de la mort de son cousin, Louis XIV écrit à Vivonne: « J'ai appris avec une douleur très sensible la perte que j'ai faite de mon cousin le duc de Beaufort. La grande expérience qui s'était acquise au commandement de mes armes navales, sa valeur essentielle pour le bien de mon service et pour les avantages de ma couronne et ma gloire particulière, me le feront longtemps regretter. » Savoureux éloge funèbre. En 1670, Mascaron prononce à Notre-Dame de Paris une émouvante oraison funèbre du duc de Beaufort, et le pape Clément IX lui fit ériger par le Bernin un grandiose monument funéraire que domine une statue de l'amiral tenant le bouclier des croisés. Ainsi s'achève la vie mouvementée du duc de Beaufort. L'histoire s'attardera plus longtemps sur les activités de frondeur de l'ancien roi des Halles et sur son évasion de Vincennes que sur les exploits de cet amiral de France, commandant en chef des expéditions désastreuses contre les Turcs à Gigri et à Candy. Vivonne, après l'affaire de Gigri, est nommé général des galères par intérim en remplacement du vieux marquis de Terne. En mars 1669, il est confirmé dans cette fonction. Il participe à l'opération de Candy, où il remplace le duc de Beaufort après sa disparition. Le 24 juillet, il est blessé lors d'un combat contre les Turcs. 2 mois plus tard, il assure l'évacuation du corps expéditionnaire français. On retrouve ensuite Vivonne, alternativement marin, soldat ou homme de cour. Comme soldat, il participe à la guerre de Hollande. En 1672, lors du passage du Rhin, il est une nouvelle fois blessé. En 1674, il est nommé gouverneur de Champagne, puis de Brie. La même année, Vivonne, redevenu marin, se voit confier le commandement d'une expédition destinée à secourir Messine, révoltée contre les Espagnols. Avec l'aide déterminante de Duquesne, qui commande l'escadre française, Vivonne réussit à lever le blocus de Messine. Il entre dans la ville. En récompense, Louis XIV lui attribue le titre de vice-roi de Sicile et le fait maréchal de France. L'Espagne vaincue appelle à son secours la Hollande, qui envoie en Sicile une forte escadre commandée par Ruyter en personne. Mais Duquesne veille. Il bat les flottes unies des Espagnols et des Hollandais, successivement en janvier 1676 devant les îles Lipari, en avril devant Agosta, bataille au cours de laquelle Ruyter, celui qui fut le plus grand marin de son siècle, est mortellement blessé à l'âge de 70 ans.
Enfin, le 1er mai à Palerme, où il fait subir des pertes considérables à la flotte hispanico-hollandaise qui s'est réfugiée dans le port. Cette victoire, écrit Sagnac, consacrait la valeur de la nouvelle flotte française créée par Colbert, lui assurait la maîtrise de la Méditerranée et manquait la déchéance définitive de la marine espagnole. Au cours de cette campagne s'illustre Tourville, un ambitieux capitaine de 24 ans. Pendant tous ces combats pré-Sistrament, Vivonne était resté à terre, où le retenaient les devoirs de sa charge de vice-roi. Mais il ne voulut pas laisser la gloire du triomphe final à Duquesne, de qui il commençait à être jaloux. Il s'embarqua donc sur la flotte qui appareilla le 24 mai et affecta de se conduire en tout par les conseils de Tourville que les ennemis de Duquesne cherchaient à opposer au vieil amiral. La marine française renaît, mais les intrigues ne cessent pas pour autant. En 1678, afin de favoriser la paix avec l'Angleterre et l'Espagne, Louis XIV décide d'évacuer la Sicile. Vivonne quitte Messine où, par sa conduite déplorable, il a rendu la France odieuse aux Siciliens. Celui que Madame de Sévigné décrit comme aussi pourri de l'âme que du corps, retourne à la cour où sa sœur Madame de Montespan est depuis 11 ans la maîtresse du roi. L'ancien maréchal de camp, informateur secret de Louis XIV, au cours de l'opération de Gigery, va demeurer jusqu'à sa mort en 1688 auprès du souverain, son ami d'enfance, qu'il continuera de charmer par son esprit et d'intéresser par sa culture.